Mon nom est Madison, et j'ai 29 ans. J'avais passé des années à imaginer le moment où je respirerais enfin sans la pression écrasant mes côtes, le jour où je me choisirais, sans m'excuser. Et ce moment est arrivé calmement, le matin où j'ai quitté mon emploi. Il n'y a eu aucun discours dramatique, aucune porte claquée, juste un email calme et un doigt tremblant planant au-dessus du bouton d'envoi. J'ai déménagé dans une maison isolée au bord du lac dans le nord-ouest du Pacifique, un endroit de bois de cèdre et de brouillard. Mais ma paix a été brisée par une seule vibration. Ma mère appelait. Bienvenue sur la chaîne Quand le karma frappe. Je suis assise dans mon jardin aujourd'hui, regardant les poissons nager paisiblement. Cela me rappelle que la vie n'est pas toujours aussi calme que la surface le suggère, un peu comme la maison tranquille au bord du lac que Madison a trouvée. D'où regardez-vous? Avez-vous un endroit paisible préféré ou votre propre jardin? J'adore lire sur votre monde. Maintenant, revenons à Madison alors que sa paix est soudainement brisée. Tout dans ma nouvelle maison sentait le cèdre et la terre humide. C'était un sanctuaire sensoriel, loin des lumières fluorescentes et de l'anxiété constante et bourdonnante du cabinet de contentieux. Pendant 3 jours, j'avais vécu dans un monde où le seul emploi du temps était le brouillard montant au-dessus de l'eau. Puis le téléphone a sonné. Le nom de Brenda sur l'écran ne ressemblait pas seulement à un appel, cela ressemblait à une violation de sécurité. Je l'ai fixé jusqu'à la dernière sonnerie, mon estomac se serrant en un œuf familier et déchiqueté. Quand j'ai finalement répondu, il n'y a eu aucun bonjour. Il n'y a eu aucune question sur ma santé ou sur la façon dont je m'installais dans la maison de 520 000 $ que je venais d'acheter avec chaque centime de mon travail indépendant. Au lieu de cela, sa voix est arrivée comme une convocation. Nous emménageons demain, a-t-elle dit. Le ton était plat, définitif et portait le poids de quelqu'un qui supposait que ma vie n'était qu'une annexe de la sienne. Ton père a dit que c'était bon, a-t-elle ajouté, comme si le silence passif de Gary était un sceau d'approbation légale. Je me suis assise sur ma terrasse en bois, l'air froid frappant mon visage, mais je n'ai ressenti rien d'autre qu'une clarté soudaine et nette. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de trouver un moyen de les accueillir. C'était l'ancienne Madison, celle qui considérait ses parents comme une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Mais l'analyste en contentieux en moi a pris le dessus. J'ai réalisé que Brenda ne demandait pas une chambre, elle organisait une prise de contrôle hostile. Elle a même ajouté avec une froideur plus tranchante, « Si tu n'aimes pas ça, tu peux trouver un autre endroit. » L'audace de cette phrase m'a frappé comme un coup physique. Elle me disait de trouver un autre endroit où vivre dans la maison que je possédais. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas imploré qu'elle comprenne mon besoin d'espace. Au lieu de cela, une concentration étrange et électrique s'est installée sur moi. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. J'ai réalisé qu'elle venait de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin, cesser d'être une fille et commencer à être une propriétaire. J'ai raccroché le téléphone sans un mot, le silence du lac est revenu. Mais c'était différent maintenant. C'était le silence d'une salle d'audience avant l'entrée du juge. Je suis allé à mon bureau, mais pas résonnant sur le parquet. Je n'ai pas ouvert de valise pour faire mes bagages. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un fichier que j'entretenais tranquillement depuis des années, un dossier que j'appelais le grand livre de famille. Ce n'était pas une rupture, c'était de la comptabilité. Au moment où la lune était haute au-dessus des pins, le tremblement dans mes doigts s'était arrêté. Je n'étais pas une victime d'une invasion, je préparais une surprise pour leur arrivée. J'ai ouvert la feuille de calcul que j'avais gardée cachée dans un lecteur protégé par mot de passe pendant 3 ans. La plupart des gens conservent des photos de leurs parents dans leurs archives numériques. Je gardais des reçus. Alors que la lumière bleue de l'écran de l'ordinateur portable se reflétait dans mes yeux, j'ai réalisé que je n'avais pas été une fille pour Brenda et Gary depuis longtemps. J'avais été un investisseur silencieux dans leur version d'un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient tiré à découvert pendant plus d'une décennie. Et ce soir, le compte atteignait finalement 0. J'ai commencé à faire défiler. Cela a commencé petit, 3 000 $ pour une réparation de voiture qui ne semblait jamais arriver, 800 $ pour une facture de service public qui était supposément à une semaine de coupure. Mais ensuite les chiffres ont commencé à gonfler, fleurissant comme des contusions sur une page. Sur 12 ans, le total était stupéfiant, 115 000 $. C'était le prix de mon statut de bonne fille. C'était une redevance mensuelle que j'avais payée pour maintenir la paix,
pour empêcher les côtes de s'écraser et pour maintenir l'illusion d'une famille en vie. Une entrée spécifique m'a coupé le souffle, les 24 000 $ que j'ai envoyés quand j'avais 24 ans. Je me souviens de cette année-là très clairement. Je travaillais 80 heures par semaine au cabinet, vivant de café froid et d'adrénaline, dormant à peine. Brenda m'avait appelé hystérique, affirmant que Gary avait besoin d'une chirurgie d'urgence de la vésicule biliaire et que leur assurance avait une franchise massive qu'il ne pouvait pas couvrir. Gary était en arrière-plan, silencieux comme toujours, sa présence agissant comme un renforcement silencieux de ses mensonges. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé mes modestes économies et contracté un prêt personnel pour couvrir le reste. Je pensais sauver la vie de mon père. 3 mois plus tard, je suis rentré chez moi pour une visite surprise. Il n'y avait pas de cicatrice chirurgicale sur Gary. En fait, il semblait confus quand je lui ai demandé comment il se rétablissait. Mais je l'ai vu, caché au fond du placard de Brenda se trouvait un sac à main de créateur en édition limitée qui coûtait exactement 6 000 $, et une série de reçus de spa haut de gamme qui représentaient le reste. Il n'avait pas utilisé l'argent pour un lit d'hôpital. Il l'avait utilisé pour des vacances de luxe pendant que je travaillais à en mourir pour rembourser le prêt. Quand j'ai confronté Brenda, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé et a dit, « Tu as tellement, Madison. Pourquoi ta mère n'aurait-elle pas quelque chose de bien aussi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon amour était traité comme une marchandise. J'étais une ressource à exploiter, pas un être humain à aimer. Assise là dans ma maison au bord du lac, regardant le total de 115 000 $, j'ai senti une vague du sophisme des coûts irrécupérables essayer de m'engloutir. Une voix dans ma tête a murmuré que puisque j'avais déjà tant donné, je pourrais aussi bien donner cela aussi. Je pourrais aussi bien les laisser avoir la chambre d'amis. Mais ensuite j'ai regardé le lac. Le brouillard était épais et gris, cachant l'eau. Mais je savais que les profondeurs étaient froides et impitoyables. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait d'un audit. J'avais été la banque de la famille pendant 12 ans, et la banque était officiellement fermée pour affaires. J'ai commencé à rédiger une liste formelle de chaque dollar que je leur avais jamais envoyé. Chaque urgence, chaque prêt, chaque cadeau qui avait été extorqué par la culpabilité. Je n'ai pas éprouvé de regret car il n'y avait pas de place pour cela. Il n'y avait que le bilan. J'en avais fini d'être une fille sur abonnement. À 6 heures du matin, le silence de la maison au bord du lac fut brisé, non pas par l'appel d'un plongeon, mais par la vibration nette et persistante de mon téléphone sur la table de nuit. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Brenda ne comprenait pas les fuseaux horaires ou les limites, elle ne comprenait que ses propres besoins. J'ai pris l'appareil et j'ai vu une photo. C'était une photo granuleuse d'un camion de déménagement jaune vif garé dans une allée que je reconnaissais trop bien. La légende disait, « Tout est chargé. Nous devrions être là à midi. Assure-toi qu'il y a de la place dans l'allée pour la rampe. » J'ai fixé l'image du camion jaune massif, me demandant quelle carte de crédit ils avaient maxé pour le payer. Ou s'ils avaient utilisé les tout derniers miettes de l'argent volé de la Helloc pour financer cette dernière invasion. Ils dépensaient leurs miettes restantes sur un pari, pariant que je serais trop faible pour les refuser une fois qu'ils seraient garés sur mon gravier. Je n'ai pas sauté du lit. Je n'ai pas ressenti le besoin frénétique de l'appeler et de crier qu'elle ne pouvait pas venir. Je me suis simplement assise, l'air froid de la montagne me donnant la chair de poule, et j'ai regardé les messages commencer à affluer comme une séquence d'attaques scénarisée. Brenda passait en mode de combat principal, la carte de la mère sacrificielle. « Je n'arrive pas à croire que tu sois si difficile à ce sujet », disait le texte suivant. « Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi, je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai passé 20 ans à m'assurer que tu avais tous les avantages. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour que tu puisses avoir ce diplôme chic et cet emploi en grande ville. Et maintenant que nous sommes dans une situation difficile, tu veux nous traiter comme des étrangers. C'est déchirant, Madison. Vraiment déchirant. » J'ai fixé les mots aux 9 mois. Dans ma vie précédente, ces mots auraient été une laisse, me tirant en arrière dans un état de conformité coupable. Mais en les regardant à travers la lentille d'une analyste en contentieux, j'ai vu un contrat défectueux. Un bail biologique de 9 mois n'accorde pas un droit à vie de squatter sur la santé mentale ou la propriété d'une fille adulte. Ma mère ne me considérait pas comme une personne, elle me considérait comme un compte d'épargne à haut rendement qu'elle avait décidé de liquider sans préavis. Puis vint le renfort. Gary brisa enfin son silence, bien qu'il fût clairement dicté par Brenda.
Madison, sois une personne mature ici, disait son texte. Ta mère est sous beaucoup de stress. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre logement, et les nouveaux locataires emménagent demain. Nous n'avons littéralement nulle part où aller. Ne brise pas le cœur de ta mère pour une chambre d'amis. Nous sommes de la famille. La famille s'entraide. La manipulation était parfaite. C'était un mouvement en tenaille de culpabilité et d'urgence, conçu pour me faire sentir comme un monstre si je ne rendais pas mes clés. Ils avaient intentionnellement brûlé leur propre pont pour s'assurer que je serais forcé de leur en construire un nouveau. C'était une manœuvre calculée pour me piéger dans un coin où mes seuls choix étaient filles complaisantes ou méchantes de la famille. Je me tenais près de la fenêtre et regardais le brouillard rouler sur le lac. J'ai ressenti une étrange curiosité détachée. Je me suis demandé s'il réalisait que dans tous ces textes, dans toute cette mise en scène émotionnelle, pas une seule fois il n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'avait demandé pourquoi j'avais quitté mon emploi ou si j'étais heureuse. Il ne venait pas me voir, il venait occuper une ressource. La réalisation ne m'a pas fait de mal, cela a tout simplifié. Je n'ai répondu à aucun message. Je ne leur ai pas donné le carburant d'une dispute. Les disputes sont pour les gens qui pensent encore qu'il y a un terrain d'entente à trouver. Je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière de café noir et je me suis assise de nouveau devant mon ordinateur portable. S'ils voulaient jouer à un jeu d'occupation à enjeux élevés, très bien. Mais ils entraient dans un tribunal, pas dans une réunion de famille. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné de nouveau 10 minutes plus tard. Je n'ai même pas regardé l'écran pour voir le visage de Brenda. Dans mon ancienne vie, j'aurais fait les 100 pas dans la cuisine, mon cœur battant contre mes côtes, répétant une douzaine de façons différentes de dire non sans paraître ingrate. Mais cette Madison a été partie. Elle avait été remplacée par une version de moi qui considérait toute cette situation comme une fusion d'entreprises ratée. Mes parents étaient la filiale tentant une prise de contrôle hostile de la société mère, et j'étais l'analyste en contentieux embauché pour y mettre fin. J'ai décidé de mettre en œuvre la méthode du rocher gris. C'est une technique psychologique que j'avais étudiée pendant mes mois les plus sombres au cabinet. L'objectif est de vous rendre aussi inintéressant, aussi insensible et aussi froid qu'un simple galet gris sur le sol. C'était un moyen d'affamer Brenda du drame qu'elle convoitait. En devenant un rocher gris, je choisissais d'être un non-événement, quelqu'un qui n'offre aucun carburant émotionnel, peu importe la force avec laquelle on le pique ou le sonde. Pour un narcissique, le silence est le tribunal ultime. Et j'étais sur le point de lui donner une sentence de prison à vie. On ne discute pas. On n'explique pas. On ne défend pas. Les narcissiques comme Brenda se nourrissent des réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant un rocher gris, je coupais son apport en oxygène. Je n'allais pas lui donner le plaisir d'une dispute hurlante ou la satisfaction de mes larmes. Je devenais un non-événement. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Je n'écrivais pas une lettre à ma mère, je rédigeais un accord formel de location à court terme. J'ai utilisé le même langage clinique et détaché que j'avais utilisé pendant des années dans les litiges à enjeux élevés. J'ai listé les termes avec une précision létale. Loyer mensuel, 3 500 $, le taux du marché exact pour une propriété de luxe au bord du lac dans ce comté. Dépôt de garantie, 7 000 $, payable en totalité à l'entrée. J'ai ajouté des clauses concernant les heures calmes commençant à 9 h du soir, une politique strictement appliquée d'interdiction de fumer, et une disposition selon laquelle toute modification permanente de la propriété entraînerait une expulsion immédiate. J'ai ensuite joint la feuille de calcul du grand livre de famille en annexe. Je l'ai intitulé « Relevé des contributions familiales en suspens 2014 à 2026 ». Je voulais qu'ils voient le nombre 115 000 $ en noir et blanc. Ce n'était pas un plaidoyer émotionnel pour qu'ils reconnaissent mon sacrifice, c'était un compte de la dette qu'ils avaient déjà accumulée. C'était la preuve que l'abonnement à ma loyauté avait été payé en totalité, et que la facture était maintenant en souffrance. Je n'ai pas envoyé de SMS en retour. Je n'ai pas rappelé Gary. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email formel à leur compte partagé. L'objet était « Conditions générales d'occupation potentielle ». J'ai gardé le corps de l'email à une seule phrase froide, vous trouverez ci-joint les exigences légales et financières pour votre séjour dans cette résidence privée. Veuillez les examiner et faire notarier tous les documents avant votre arrivée. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir. Pour la première fois en 29 ans,
le sol sous mes pieds était le mien. Je ne réagissais pas à leur chaos, je définissais les paramètres de leur existence dans mon monde. Mon ordinateur portable brillait d'un autre type de lever de soleil, celui fait, de chiffres et d'une rétribution silencieuse. J'ai siroté mon café noir et j'ai regardé l'eau. Le brouillard commençait à se dissiper, révélant le bleu froid et profond en dessous. J'étais prête. Je ne vérifiais plus seulement le grand livre, je creusais les fondations de mon propre crédit. L'achat de la maison au bord du lac avait nécessité une plongée profonde dans mon historique financier. Et bien que la banque m'ait donné le feu vert, quelque chose dans les petits caractères me tracassait à l'arrière de mon cerveau formé au contentieux. J'ai ouvert mon rapport de crédit complet, la longue liste clinique de chaque dette et de chaque enquête liée à mon nom au cours de la dernière décennie. Et là, c'était une ligne d'article cachée dans un sous-menu de compte clôturé. Une marge de crédit hypothécaire, également connue sous le nom de HELOC. Le montant était de 40 000 $. Elle était liée à la précédente maison de mes parents, celle qu'ils venaient de quitter. Mon cœur n'a pas accéléré, il est devenu froid, comme l'eau au fond du lac. J'ai regardé la date d'ouverture du compte, le 12 juin 2024. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Je me souvenais parfaitement de juin 2024. J'ai passé tout ce mois à Londres. Je travaillais sur une fusion transfrontalière qui exigeait que je sois dans un bureau sécurisé à Canary Wharf de 8 h du matin à minuit tous les jours. Je n'avais pas été dans le pays, encore moins chez un notaire dans ma ville natale. J'ai sorti mes anciens carnets de voyage et mes relevés bancaires de ce mois-là. Il n'y avait pas de vol retour. Il n'y avait que des frais de transport en commun londonien et de café trop chers dans la capitale britannique. J'ai regardé la copie numérique de la demande de HELOC. La voilà, ma signature, ou plutôt, une version de celle-ci. C'était une imitation exercée et tremblante de mon écriture, griffonnée sur un document qui me désignait comme co-signataire pour 40 000 $. Ils n'avaient pas seulement abusé de ma gentillesse, ils avaient commis un vol d'identité. Ma mère avait conservé un dossier numérique de mes documents sensibles, ma carte de sécurité sociale et mes déclarations de revenus précédentes des années où je gérais leurs finances. Ils ont contourné la vérification physique de la banque en utilisant un portail de demande en ligne et un notaire local qui était un ami de longue date de la famille. Quelqu'un qui n'a pas posé de questions quand ma mère a affirmé que j'étais en voyage d'affaires, mais avait déjà signé les papiers à l'avance. Ils ont transformé ma loyauté d'enfant en une arme numérique. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter de l'argent qu'ils savaient ne jamais pouvoir rembourser, utilisant ma cote de crédit parfaite comme leur garantie personnelle. Ce n'était pas une urgence familiale ou un malentendu. C'était un crime. La voix de ma mère au téléphone a résonné dans ma tête, nous emménageons demain. Ton père a dit que c'était bon. Soudain, le rêve d'emménager dans ma maison a pris tout son sens. Ils ne cherchaient pas seulement une chambre d'amis, ils fuyaient les décombres du château de cartes financier qu'ils avaient construit, utilisant mon nom comme fondation. Ils avaient vendu leur maison pour couvrir d'autres dettes. Mais ces 40 000 $ étaient toujours là, suspendus au-dessus de ma tête comme une guillotine. Je me suis frotté les yeux, mais je ne me sentais plus fatigué. J'avais l'impression d'être de retour au tribunal, regardant un accusé qui venait d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'était le coup fatal. En contentieux, il y a toujours une pièce à conviction qui fait s'effondrer toute la défense. C'était celle-là. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai simplement téléchargé le document et l'ai enregistré dans un dossier intitulé « Preuve ». L'arrivée. La trahison n'était pas une tempête soudaine, c'était une lente pourriture que j'avais finalement décidé d'exposer à la lumière. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait aucun chemin de retour pour être une bonne fille, cette Madison-là était morte, enterrée sous 40 000 $ de dettes forgées. Alors que je regardais le premier vrai soleil frapper la surface du lac, j'ai réalisé que je ne protégeais plus seulement ma maison, je me préparais à poursuivre mon passé. Le bruit des pneus sur le gravier a annoncé leur arrivée exactement à midi. J'ai regardé par la fenêtre du salon le SUV noir rouler dans mon allée avec le camion de déménagement jaune massif que j'avais vu sur la photo, avançant lourdement derrière lui. Il ressemblait à une ombre prédatrice suivant son éclaireur. Les deux véhicules s'arrêtant avec la confiance imméritée d'une armée envahissante. Brenda est sortie la première, ses yeux balayant immédiatement le revêtement en cèdre et la vaste terrasse avec un regard de satisfaction prédatrice. Elle ne regardait pas ma maison comme un lieu de guérison. Elle arpentait son nouveau royaume.
Gary la suivait, les épaules voûtées, portant cette même expression absente qu'il avait eue toute ma vie, le visage d'un homme qui regardait sa femme allumer des feux et lui tendait simplement les allumettes. Ils n'ont pas frappé. Brenda a poussé la porte d'entrée et a marché dans le vestibule comme si elle franchissait une ligne d'arrivée. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé la poussière sur les plaintes. Madison, tu aurais vraiment dû balayer avant que nous arrivions, a-t-elle crié, sa voix résonnant à travers les hauts plafonds. La critique est arrivée avant l'affection, comme toujours. Gary se tenait derrière elle, une ombre silencieuse dans l'embrasure de la porte. Je me tenais fermement au centre de l'entrée, bloquant physiquement le chemin vers le reste de la maison. J'avais vu suffisamment de dossiers juridiques pour savoir qu'une fois qu'ils auraient déplacé leur carton au-delà de ce seuil et dormi une seule nuit, ils pourraient revendiquer la résidence. Je n'allais pas laisser une seule valise toucher mon sol avant que les conditions ne soient signées et que le piège ne soit tendu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas offert un câlin ou un verre d'eau. Je me suis simplement tenu près de la table de la salle à manger où 3 épais dossiers blancs reposaient en une rangée nette. J'ai préparé quelque chose pour vous, ai-je dit. Ma voix était égale, presque détachée. Brenda a fait une pause, un éclair de suspicion traversant son visage. Oh, s'il te plaît, Madison, ne commence pas avec le drame, a-t-elle dit en agitant la main d'un air dédaigneux. Nous avons conduit pendant des heures. Nous voulons juste nous installer dans notre chambre. Laquelle est la nôtre? Celle avec vue sur le lac? Je n'ai pas répondu. J'ai fait un geste vers la table. J'ai ouvert le premier dossier et je l'ai fait glisser vers elle. Ceci est l'audit détaillé des 12 dernières années, lui ai-je dit. 115 000 $. Chaque paiement de loyer que j'ai couvert, chaque facture médicale que j'ai payée. Chaque luxe que vous avez exigé sous le prétexte d'une urgence. Le visage de Brenda s'est crispé. Est-ce que tu essaies sérieusement de facturer tes parents, a-t-elle exigé, sa voix montant dans ce registre familier d'indignation et de droit. Gary a remué inconfortablement, regardant le sol. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert le deuxième dossier. Ceci est une copie de la demande de HELOC de juin 2024, ai-je dit. 40 000 $. Elle présente une signature qui ressemble remarquablement à la mienne, malgré le fait que j'étais à 3000 miles de distance à Londres le jour où elle a été notariée. La couleur a quitté le visage de Brenda si vite que c'en était presque cinématographique. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant et absolu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est un crime, mère. C'est un vol d'identité et une fraude bancaire. J'ai les carnets de voyage et les preuves médico-légales pour prouver que je n'étais pas là. Et ne croyez pas que votre ami de la famille au bureau du notaire est en sécurité non plus. J'ai déjà rédigé une plainte formelle au secrétaire d'État pour faire révoquer leur commission, ainsi qu'une action civile pour négligence professionnelle. Je suis en train de démanteler tout le réseau que vous avez utilisé pour me trahir. À commencer par quiconque a osé apposer un sceau légal sur vos mensonges. J'ai ouvert le troisième dossier. Ceci est un contrat de location à court terme. Si vous restez en tant que locataire. Vous paierez 3500 $ par mois. Vous signerez cet accord, qui comprend une clause stipulant que vous rembourserez les 40 000 $ que vous avez volés dans les 24 mois, où je remettrai ce deuxième dossier au procureur de district. L'explosion que j'attendais est finalement arrivée. Brenda a crié que j'étais ingrate, que j'étais un monstre, et que la famille ne se fait pas ça. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'ont eu nulle part où atterrir. J'étais un rocher gris. J'étais un tribunal. J'étais la loi dans ma propre maison. Gary a finalement parlé, sa voix tendue. Madison, c'est extrême. Non, ai-je répondu calmement. Ce qui était extrême, c'était de supposer que vous pouviez prendre ma vie quand cela vous arrangeait. Vous croyez que l'autorité voyageait avec vous. Ce n'est pas le cas. Elle est restée à la porte. Vous pouvez signer l'accord et payer votre dû, ou vous pouvez remonter dans ce SUV et trouver un autre endroit. Le choix vous appartient entièrement, et pour une fois, vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat. Brenda a regardé autour de la pièce, et pour la première fois, elle l'a vue pour ce qu'elle était, une forteresse qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle a semblé plus petite, soudainement plus âgée. Ils n'ont pas signé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Sans un mot, Brenda s'est retournée et est sortie par la porte, ses talons claquant sèchement sur le bois. Gary l'a suivie,
un renfort silencieux, jusqu'à la toute fin. Je me suis tenu sur la terrasse et les ai regardés s'éloigner en voiture. L'océan de pain vert engloutissant le SUV. La peur qui avait défini ma vie s'est dissoute en une certitude froide et belle. J'étais enfin seul, et pour la première fois, j'étais en sécurité. Le son de leur moteur s'est estompé au loin jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans les pins. Je suis resté sur la terrasse longtemps, regardant le soleil plonger vers les montagnes. Le lac était d'un bleu profond et imperturbable, faisant écho au calme qui était enfin revenu dans ma maison. Dans les films, ce moment aurait été bruyant, une bande-son triomphante ou un effondrement dramatique en larmes. Mais ma victoire a été silencieuse. C'était le son d'une lourde porte se verrouillant enfin en place. C'était le sentiment d'une dette réglée, non pas avec de l'argent, mais avec la vérité. Je suis rentré et j'ai regardé les 3 dossiers blancs posés sur la table. Ils ressemblaient à des fournitures de bureau ordinaires, mais ils étaient les plans de ma libération. Je les ai pris et les ai rangés dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres. 115 000 $ de soutien documenté. 40 000 $ de dettes falsifiées. Ces chiffres ne définissaient plus ma valeur. Ils définissaient la distance que j'avais parcourue pour me sauver. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et j'ai réalisé que pour la première fois en 29 ans, je n'attendais pas que l'autre chaussure tombe. Je ne me préparais pas à un appel téléphonique. Je vivais juste. Au cours des quelques semaines suivantes, le silence de la maison au bord du lac est devenu mon meilleur ami. Je n'ai plus eu de nouvelles de Brenda ni de Gary. Il n'y avait plus de messages sur le devoir familial ou les cœurs brisés. Quand on montre à un prédateur la cage qu'on lui a construite, il revient rarement tester les barreaux. J'ai passé mes matinées à regarder le brouillard et mes après-midi à marcher le long du rivage. J'avais échappé à la pression écrasante dans mes côtes, et à sa place, j'ai trouvé une force constante et tranquille. En repensant à cette nuit, j'en suis venu à réaliser quelque chose que, je pense, beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre. On nous apprend souvent que la famille est un contrat inconditionnel, un lien qui justifie tout sacrifice de soi. Mais j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle portant un masque plus doux. Si vous vous trouvez dans une situation où votre paix est traitée comme une marchandise, rappelez-vous que vous êtes autorisé à effectuer un audit de votre propre vie. Vous êtes autorisé à compter le coût de votre loyauté. Nous restons souvent dans des situations toxiques à cause du coût irrécupérable, l'idée que, puisque nous avons déjà tant donné, nous devons continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais la vérité est que la seule façon d'arrêter de perdre est d'arrêter de payer. Le pardon est une belle chose, mais ce n'est pas une exigence pour votre guérison. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'être froid et clinique. Parfois, la seule façon de trouver votre voie est de laisser le silence parler. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est juste l'acte de vous libérer de l'attente qu'ils changeront un jour. Je n'ai pas eu d'excuses, et je n'ai pas récupéré mes 40 000 $, mais j'ai eu mon avenir. J'ai appris que non est une phrase complète et que les limites ne sont pas destinées à punir les autres. Elles sont destinées à protéger la version de vous qui a finalement appris à respirer. Si vous êtes devant votre propre bouton envoyé aujourd'hui, tremblant et effrayé, sachez simplement que la paix de l'autre côté vaut chaque parcelle de la lutte. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà dû tracer une ligne dure avec votre famille pour sauver votre propre santé mentale, faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre paix vaut le prix de leur inconfort. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est autorisé à se choisir lui-même. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de réclamation et de justice.